Ce que je sais. Ce que je sais est une émission débat sur Radio Lomé. Une opportunité de s'instruire sur un sujet de développement, d'actualité et bien d'autres avec un spécialiste. Participez en appelant le 22 22 17 76 ou le 70 46 52 92. Appel et WhatsApp. C'est le dernier numéro de Ce que je sais, le dernier vendredi de l'année 2024. Madame, Monsieur, bonjour. Le climat des affaires, pour le booster et le sécuriser, il faudrait lutter contre les arnaques. Pour le faire, l'Agence nationale de cybersécurité, ANSSI, s'y est engagée depuis des années. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait en ce sens et quelle est la nouvelle stratégie nationale de cybersécurité? Des questions qui ont nécessité l'invitation dans cette émission du commandant Waliba Gota. Il est le directeur général de l'ANSSI. Directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Théophile Dandakou. Bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Alors, monsieur le directeur, l'année 2024 termine-t-elle bien à ANSSI? Nous rendons grâce à Dieu. Effectivement, nous avons eu une année qui a été quand même assez intense, assez dense. Vous savez, à chaque fois que nous avons fait nos activités sur le terrain, Radio Lomé a été associé et je tiens vraiment à remercier le premier responsable de cette belle radio, le directeur général de Radio Lomé, qui nous a toujours accompagnés dans cette quête de communication. Takou Diona Balo. Voilà, monsieur Takou Diona Balo, que vraiment je salue. Vous savez, la cybersécurité, c'est avant tout une question de communication et de savoir et de savoir-faire pour utiliser ces outils numériques qui nous facilitent tant la vie dans des conditions sécurisées. Voilà. Les auditeurs pourront participer à cette émission autour de 10h30. Nous vous le dirons et pour le faire, c'est avec les numéros suivants 90 54 39 07, 79 81 27 93 et puis bien sûr 22 22 17 76. Alors d'abord, monsieur le directeur général, quelles sont les missions de l'ANSSI? Alors, merci. Vous savez, en fait, pourquoi est-ce que l'ANSSI a été créé? Donc, l'explosion de l'utilisation d'Internet. Aujourd'hui, quand vous vous réveillez du matin jusqu'à vous coucher, vous baignez dans ce monde numérique. Nous faisons quasiment tout aujourd'hui. On vend, on achète sur Internet, on commande des produits, on commande des repas sur Internet. Vous-même qui êtes les médias, vous êtes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, très vite, des individus mal intentionnés ont commencé à utiliser ces outils que la technologie nous a permis d'avoir à des fins malveillantes, donc à des fins d'escroquerie, de fraude, d'arnaque, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité qui s'est très vite développée avec l'explosion de ces outils numériques. Et donc les États n'ont pas eu d'autre choix que de réguler, de réglementer ce secteur en créant des institutions spécialement dédiées aux problématiques de sécurité des outils numériques, donc qui sont les réseaux sociaux, les sites internet, les connexions internet des administrations, des entreprises. Et donc la mission qui est dévolue à l'Agence nationale de la cybersécurité, c'est d'abord être l'autorité nationale en matière de protection des systèmes d'information. Et donc l'État nous donne comme mission de coordonner l'action gouvernementale en matière de défense des systèmes d'information, de fixer les règles de cybersécurité et de veiller à leur application, notamment pour ce qui concerne les opérateurs du service essentiel. Et donc c'est aussi l'ANSSI qui désigne ce qu'on appelle les opérateurs de service essentiel. Vous savez, il existe dans tous les pays du monde ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Oui. C'est grâce à ces infrastructures qu'un pays fonctionne. Et donc vous avez ces infrastructures relèvent des domaines comme l'énergie, les télécommunications, le domaine régalien de l'État, les activités fiscales de l'État, les activités de justice, etc. L'ensemble de ces outils, de ces infrastructures, si elles ne sont pas suffisamment protégées, qu'elles font l'objet d'une cyberattaque, ça va être un danger pour le pays. Ça peut même être des dangers même de survie. Imaginez si une cyberattaque arrive à bloquer l'opérateur énergétique du pays et que pendant des semaines, le pays est totalement privé d'électricité. Vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir sur la sécurité, le fonctionnement, le bien-être de la population. Et donc, l'ANSSI aussi a pour mission de former et de sensibiliser le grand public à la cybersécurité.
Et vous avez vu que l'ANSSI, depuis le démarrage de son opérationnalisation en 2021, nous avons énormément communiqué. Même aujourd'hui, nous faisons des spots publicitaires à la TVT. Avant le journal de 20h, on montre aux gens comment il faut vraiment être très vigilant sur Internet, etc. Et c'est nous qui opérons le Centre national d'alerte et de réponse aux incidents informatiques qu'on appelle le CERT.TG. Ça, c'est l'outil de l'ANSSI qui permet de répondre à ces incidents. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous allez subir des cyberattaques. Et tous les jours, des administrations, des entreprises, des individus subissent des cyberattaques, sont victimes de fraude, sont victimes d'arnaques. Et donc, il faut un service qui puisse répondre à ces incidents pour aider les citoyens ou les entreprises qui subissent ces cyberattaques. C'est ce qu'on appelle le Centre national d'alerte et aux incidents informatiques. C'est un acronyme anglais qu'on appelle Computer Emergency Response Team. Donc c'est le CERT national qui est opéré par Cyberdéfense Africa, qui est le bras technique et opérationnel de l'ANSSI. En quelque sorte, ce sont les sapeurs-pompiers du web. C'est comme quand vous avez un incendie à la maison, vous avez du feu, vous appelez les sapeurs-pompiers parce que c'est eux qui ont les capacités techniques, les outils pour pouvoir maîtriser ce genre d'incendie. Voilà. Oui, apparemment, c'est tout comme mission. Bon, nous avons beaucoup d'autres missions. Je vous ai cité vraiment les principales. C'est nous qui délivrons les agréments pour qualifier les prestataires de services de cybersécurité. Oui. Si une entreprise américaine, canadienne, française, allemande, japonaise veut venir au Togo s'installer et délivrer des services de cybersécurité, c'est l'ANSSI qui doit lui délivrer ce qu'on appelle le certificat d'agrément pour qu'elle puisse exercer cette activité sur le territoire national. Voilà. Et le tout s'opère dans ce qu'on appelle un cyberespace. Évidemment. Alors, c'est quoi un cyberespace? Ben, en fait, un cyberespace, il ne faut pas que les gens pensent que c'est un espace qui est quelque part physique. C'est un truc virtuel. En fait, c'est quoi? Nous sommes à Radio Lomé, il y a la TVT, les médias d'État, il y a Togocom. Je veux dire, c'est un espace c'est tout ce qui est créé par l'ensemble des infrastructures, des systèmes, des données et activités numériques qui se déroulent sur un territoire, puisqu'il y a le cyberespace mondial. Donc, en fait, tout ce qui est connecté à Internet, tout ce que nous faisons qui est connecté à Internet constitue ce qu'on appelle un cyberespace. Et donc, chaque pays aussi a son cyberespace. Puisque sur le territoire togolais, il y a des serveurs, il y a des sites web, il y a des outils numériques. Une fois que tout cet ensemble est connecté à Internet, c'est désigné sous le vocable de cyberespace, comme on peut avoir l'espace maritime, vous voyez, sur lequel se déroulent des activités économiques, de transport, de marchandises, comme on peut avoir l'espace aérien, sur lequel, voilà, l'espace médiatique, voilà. Donc, ce sont des espaces virtuels, donc qui sont, à l'intérieur du cyberespace, vous trouvez les réseaux Internet, les systèmes d'information des entreprises privées ou des administrations, vous avez les données numériques, donc les données à caractère personnel, les données des entreprises, vous avez les interactions sociales, etc. Voilà, vraiment, c'est tout cet ensemble qu'on appelle le cyberespace. Alors, comment vous faites pour protéger ce cyberespace au Togo? Alors, en tant qu'agence nationale de cybersécurité, donc une autorité nationale, une institution, c'est pour protéger le cyberespace, donc il faut d'abord définir un cadre légal et réglementaire. C'est ce cadre qui fixe les normes auxquelles tout le monde doit adhérer et puis s'y soumettre. Et donc c'est par la mise en œuvre des lois et des politiques adaptées. Vous savez, il y a la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Il y a le décret relatif aux opérateurs de services essentiels. Il y a les règles nationales de cybersécurité dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Déjà, le cadre, lui, il est déjà établi. Et maintenant, nous, derrière, nous faisons ce qu'on appelle l'action de contrôle, le contrôle de conformité. La preuve, nous auditons les opérateurs de services essentiels chaque année pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles de cybersécurité. Parce que c'est une question de vigilance permanente. Aujourd'hui, on va dire, quand vous êtes une entreprise, vous devez mettre en place telle norme, vous devez mettre en place tel outil, vous devez avoir des firewalls, vos réseaux doivent être ségrégés. Ceux qui rentrent sur vos serveurs pour les configurer doivent avoir des habilitations. Quand l'ANSSI vient, vous devez nous sortir des preuves, des documentations pour qu'on s'assure que vous respectez ces normes. Mais vous pouvez le respecter cette année et l'année prochaine, vous n'êtes plus conforme parce qu'entre-temps, une menace a évolué. Et donc, l'ANSSI est obligé de faire chaque année ce qu'on appelle les contrôles, eh bien les audits
de sécurité pour s'assurer que ces entreprises qui sont très vitales pour le pays sont conformées et sont conformes aux règles de cybersécurité. Après, nous avons la surveillance numérique du territoire, donc des systèmes d'information, à travers le CERT national. Le CERT, c'est vraiment un outil qui est avec beaucoup d'équipements. On a des sondes, on a des équipements de cybersécurité qui permettent de monitorer les systèmes d'information et par des règles de corrélation, si on voit dans un système d'information une menace qui peut entraîner une attaque, très vite, une alarme va retentir et nous rédigeons une alerte que nous envoyons à cette entreprise pour dire attention, nous avons regardé dans votre système d'information, vous avez telle faille ou bien vous avez telle vulnérabilité qui peut causer une cyberattaque. Très vite, il faut la corriger. Et nous les accompagnons même dans la correction de cette vulnérabilité que nous découvrons. Et ça, il n'y a que le CERT national qui peut le faire parce que ce sont des outils qui coûtent extrêmement cher, qui sont très régulés, très réglementés. Et c'est pourquoi je demande vraiment aux administrations et aux entreprises d'aller régulièrement sur le site du CERT national. Ils y trouveront une mine d'or, une mine d'informations qui pourront leur permettre de se prémunir contre les cybermenaces qui, tous les jours, évoluent. Alors, nous faisons énormément de renforcement des capacités des utilisateurs du numérique, donc à travers nos actions de sensibilisation sur le terrain, à travers des compétitions. Tout récemment, nous avons organisé une compétition pour détecter des talents. Et voilà, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir de la main-d'œuvre qualifiée en matière de cybersécurité, des gens qui soient capables d'aller délivrer des services de qualité à la cybersécurité. Nous faisons énormément aussi en matière de collaboration internationale. Nous sommes membres de plusieurs regroupements et organisations au niveau international en matière de cybersécurité. Et c'est ça qui a fait que même tout récemment, vous voyez, le Togo a fait il y a un classement du GCI qui nous a classés dans le tiers 2 aujourd'hui, parce que c'est énormément d'actions que nous avons fait à l'international, énormément de lobbying. Et pour cette partie, je voudrais vraiment saluer le leadership et la vision des plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la République, qui vraiment nous donne les moyens afin que nous puissions aller sur le plan international et défendre la position de notre pays. Et nous faisons aussi la promotion des technologies sécurisées ainsi que des infrastructures pour assurer un peu leur résilience. Voilà. Notre rendez-vous, monsieur le directeur, concerne surtout la nouvelle stratégie nationale de cybersécurité 2024-2028. C'est donc une stratégie que vous avez mis en place depuis octobre dernier. Alors, monsieur le directeur, dites-nous en quoi consiste cette stratégie et où en est-on avec sa vulgarisation? Alors, vous savez, quand vous êtes une administration, vous ne pouvez pas faire du pilotage à vue. Surtout que vous êtes dans des domaines qui sont très, très, très sensibles et très évolutifs. Et donc, quand nous sommes arrivés à la tête de l'ANSSI, dans un premier temps, il a fallu opérationnaliser l'agence, donc mettre en place les instruments de travail, etc. Et la deuxième phase, il était question d'élaborer une stratégie, donc un document stratégique qui va servir de guide, donc de feuille de route pour les 5 prochaines années. Donc ce que nous avons élaboré par une méthodologie participative et inclusive, nous avons fait des tournées, nous avons fait des ateliers de validation où on a associé tous les acteurs du monde numérique, les PME, PMI, les startups, les médias, les administrations, tous les services de contrôle de l'État, etc. C'est une stratégie que nous avons voulu, pas trop compliquée, très simple, c'est 4 axes, 4 piliers. Et nous pensons que si, d'ici 2028, nous arrivons vraiment à l'implémenter, nous allons vraiment permettre à notre pays d'atteindre une posture de cybersécurité assez appréciable. Et donc, je peux vous citer ces 4 piliers. Oui. Le premier pilier, il s'agit de faire la promotion d'une culture de cybersécurité et de contribuer aussi au développement des compétences techniques nationales. Qu'est-ce qu'on entend par promotion d'une culture de cybersécurité? C'est que nous allons, dans cet axe, communiquer et puis arriver à convaincre l'ensemble de nos concitoyens qui doivent consommer l'information de cybersécurité, qu'ils doivent aller à l'information de la cybersécurité. Et donc c'est ça, dans ce cadre, vous avez, comme je vous disais, les spots publicitaires, les émissions radiophoniques que nous faisons, beaucoup d'activités de communication. Aujourd'hui, vous allez sur la page Facebook de l'ANSSI, dès qu'il y a une situation, nous sortons un communiqué pour guider les concitoyens. Avoir la culture de la cybersécurité, c'est que je ne suis plus juste un consommateur des services numériques, j'utilise les réseaux sociaux et puis ça s'arrête là. Non. Je suis un acteur, je vais à l'information de la cybersécurité pour que mes outils,
mes comptes Facebook, WhatsApp, mes outils de communication, mon site web, etc., que je puisse aller à l'information de la cybersécurité pour me protéger et protéger tous ces actifs informationnels que j'utilise. C'est ça, avoir la culture de la cybersécurité. Et si nos concitoyens n'arrivent pas à avoir cette culture, tout ce que nous allons faire va tomber à l'eau. Parce que c'est eux l'utilisateur final qui est le plus ciblé par les cyberattaquants. Votre ordinateur qui est juste en face de moi, il n'a aucun problème. Ouais. C'est vous, en tant qu'utilisateur de cet ordinateur, si vous ne prenez pas les mesures de cybersécurité, qui allait permettre une attaque et qui va le bloquer. Voilà, donc technologiquement, les équipements, les serveurs, les routeurs, les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, ces outils n'ont pas de problème. C'est l'utilisateur qui est derrière, qui manipule ces outils. C'est lui, s'il ne respecte pas les normes et les mesures de cybersécurité, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, c'est lui qui va être victime. Voilà pourquoi nous incitons vraiment sur cet axe. Donc vous allez voir, énormément d'actions de communication, de sensibilisation, de formation vont être implémentées dans ce pilier. Pourquoi il est important de développer les compétences techniques nationales? Aujourd'hui, nous avons un manque criard de ressources humaines qualifiées en matière de cybersécurité. Et donc, nous sommes obligés donc de faire appel à de l'expertise internationale qui nous coûte très cher. Et aussi, quelque part, ça soulève des enjeux de souveraineté du pays. Parce que c'est une question de sécurité. Si vous faites venir un expert qui vient dans une banque ou bien dans nos administrations, ils travaillent sur les serveurs, ils connaissent l'architecture de vos réseaux, ils ont les mots de passe, ils connaissent comment tout est fonctionné, quel serveur gère quel service essentiel, etc. Il a ces informations qui sont critiques. Et donc, ce n'est pas normal pour qu'un État soit totalement tributaire. Donc, il est question que nous accompagnions les structures de formation, que sont les universités, les centres de formation privés. Nous devons les accompagner à atteindre un niveau de maturité pour que les étudiants qui sortent de ces universités soient vraiment très bien outillés, très qualifiés, très compétents pour délivrer des services de qualité. En fait, un cybercriminel, quand il veut s'attaquer, il s'en fout de savoir si vous êtes un pays pauvre. Ah, le Togo, c'est un pays pauvre. Non, il attaque tout le monde. Donc, les États-Unis, des grands pays comme le Canada, les États-Unis, font face à la même menace que le Togo. Et donc, nous devons nous prémunir en amenant vraiment les gens à un niveau de compétence très élevé. Vous avez récemment attribué divers prix aux jeunes. Tout à fait. Donc, c'est dans ce cadre que nous organisons les compétitions de cybersécurité pour encourager l'excellence. Vous voyez? Donc, ils viennent faire une compétition et les meilleurs vont gagner un prix. Ce qui veut dire que ça va les motiver pour que l'année prochaine, ils se battent pour occuper le meilleur rang. Et les entreprises qui recrutent aujourd'hui en cybersécurité, comme Cyberdéfense Africa, eux, ils vont dire, tiens, disons, moi, je préfère recruter ceux jeunes qui ont été premiers à la compétition de cybersécurité parce qu'ils sont les meilleurs. Et donc, ça permet aussi aux entreprises d'avoir du vivier à recruter. Le deuxième pilier, c'est la promotion continue de la sécurité des services essentiels et de l'économie numérique. Là, nous voulons renforcer la protection des infrastructures critiques du pays. Les administrations qui sont vraiment critiques. Vous savez, les ministères. Je prends un ministère comme le ministère de l'économie et des finances qui manipule, enfin c'est le ministère vraiment qui gère les ressources budgétaires de l'État. Ils ont énormément de données, les données des administrations, des entreprises, enfin les domaines aussi stratégiques comme les télécommunications, la documentation, etc. Ces administrations doivent absolument être protégées contre les cybermenaces. Et donc il y a énormément d'activités aussi qui vont se dérouler dans ce sens. Le troisième pilier, nous allons aussi aider dans tout ce qui est, ou bien renforcer les systèmes de réponse aux incidents informatiques. Et là, c'est le CERT national que nous devons renforcer. Même, il est question même de créer encore des CERT sectoriels. Là, il y aura des CERT qui vont s'occuper uniquement de répondre à des incidents du domaine financier, les banques, les assurances. Il y aura un CERT qui va s'occuper de répondre aux incidents de tout ce qui est télécommunications, énergie, etc. Ça permet de spécialiser les compétences, de spécialiser les équipes pour qu'elles soient vraiment encore très très bien outillées pour répondre aux incidents. Le quatrième pilier, vous savez, les cybercriminels, à un moment donné, il va falloir les retrouver et leur faire répondre devant la loi. Puisque la loi sur la sécurité, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité criminalise des faits de cybercriminalité, si je peux me répéter ainsi. Oui. Donc il faut qu'ils répondent devant la loi. Donc, dans ce cadre, dans ce pilier, nous allons accompagner les services de la répression
judiciaires que sont la police, la gendarmerie, les magistrats, Ouais. à bien comprendre les outils, à bien comprendre cet environnement de cybersécurité. Parce que c'est assez technique aussi, c'est ça le problème. Donc quand un juge va se retrouver devant un dossier de cybercriminalité, on va lui parler de malware, on va lui parler de rançongiciel, il faut qu'il comprenne de quoi on parle pour pouvoir avoir les bons éléments pour pouvoir dire le droit. Donc, il y a un grand travail que nous allons faire. Et puis, ça permet aussi de lutter contre la cybercriminalité. Et pas plus que même hier, en Conseil des ministres, un décret a été adopté, peut-être qu'on y reviendra après, qui va aussi aider à renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Alors, vous avez développé les 4 points essentiels de la nouvelle stratégie et vous l'avez dit également, mais on veut comprendre en profondeur dans l'application qu'est-ce que cette nouvelle stratégie va apporter au Togo. Alors, lorsque vous avez une stratégie de ce genre, comme je vous disais, d'abord, ça permet de renforcer la souveraineté numérique avec moins de dépendance aux solutions étrangères. Si demain nous avons des compétences nationales qui sont assez pointues, qui nous développent des solutions, et rassurez-vous, il y en a, hein, lors même de l'atelier de lancement, nous avons découvert une start-up qui développe des applications basées sur l'intelligence artificielle qui aident les banques dans un certain nombre d'opérations techniques bancaires, vous voyez. Et donc, ça, nous voulons encourager ce genre d'initiatives afin que nos banques ne soient pas obligées de consommer les services délivrés par des entreprises marocaines, françaises, etc. Il faut qu'aujourd'hui, que nos entreprises consomment local. La consommation locale, ce n'est pas uniquement dans le textile, dans l'alimentaire, hein. Ça doit aussi aller dans la cybersécurité. Et il y a énormément d'initiatives qui naissent en ce sens. Oui. Ensuite, il y a, quand vous avez aussi une stratégie que vous implémentez quelque part, vous réduisez aussi les menaces cyber auxquelles le pays fait face. Et donc, avec à la clé des citoyens et des entreprises qui sont mieux protégées. L'objectif, c'est de réduire drastiquement les attaques, les fraudes, les arnaques, pour que les gens perdent moins d'argent, que les gens perdent moins de temps, parce que leurs sites sont bloqués, leurs comptes sont bloqués, etc. Et enfin, c'est une question aussi de modernisation de l'économie, en s'appuyant donc sur un écosystème numérique robuste, sécurisé, quelque part qui inspire aussi confiance. Aujourd'hui, il faut aussi que les gens comprennent que quand vous avez un cyberespace qui est protégé, quand un investisseur vient, il veut investir dans votre pays, il est rassuré que les données de mon entreprise qui sont aujourd'hui vitales, les données, la data aujourd'hui, c'est de l'or pour les entreprises. Il sait que mes données sont protégées parce qu'il y a tout un écosystème au niveau du pays qui permet vraiment de protéger ces outils et ces actifs informationnels. Voilà, on va aborder l'autre volet, mais déjà, les auditeurs peuvent nous contacter dans, disons, 3 minutes, à 10h35. Alors, l'autre volet concerne la cybercriminalité. L'une des missions de l'ANSSI est d'ailleurs la lutte contre la cybercriminalité au Togo. Alors, c'est quoi la cybercriminalité et quels sont les différents types? Alors, il n'y a pas, disons, une définition vraiment type comme ça. Pour être vraiment très simple, c'est ce qui se passe dans le monde physique en termes de délit ou d'infraction, mais en utilisant les outils numériques. Le vol, il y a le vol dans le monde physique, hein, les gens volent les voitures, les motos, etc. Quelqu'un rentre sur votre téléphone portable et il vole vos données. Donc ça, c'est un acte de cybercriminalité parce qu'il a utilisé des outils numériques. La fraude, il y a des gens qui, dans le monde physique, qui fraudent. Hein. Pareil, quelqu'un peut rentrer sur votre compte bancaire ou bien vous raconter, vous arnaquer, vous faire miroiter un service et derrière arriver à accéder à votre compte et prendre de l'argent. Bloquer un système d'information, c'est un acte de cybercriminalité. Donc c'est l'ensemble des infractions, vol, arnaque, destruction, etc., qui utilisent les outils numériques. Quelqu'un peut rentrer sur le serveur de Radio Lomé et effacer toutes vos archives. Mais vous vous rendez compte du travail que ça va vous donner, vraiment, des archives que vous avez commencé à mettre en place depuis les années 1953. Ouais. Et c'est la mémoire du pays. Donc si quelqu'un veut vraiment faire du mal au Togo, il peut supprimer ces données, il peut les détruire. Et quelque part, c'est irréversible. L'impact est énorme. Voilà. Donc c'est pourquoi aussi nous demandons aux administrations que vous êtes de prendre les mesures de cybersécurité. Vos serveurs, ou bien les unités, ou bien les éléments sur lesquels vos archives sont stockées, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés? Vous devez vous approcher de nos services pour qu'on vous montre comment on protège ces infrastructures. Voilà. C'est très, très important. Voilà.
Alors, les auditeurs peuvent commencer déjà. Il y a Dakevi, Nevame de l'autre côté, de la baie vitrée. Il y a la réalisation avec Satitinen. Ils sont disponibles pour d'abord recevoir vos appels et nous les transmettre. 90 54 39 07, c'est le premier numéro. 79 81 27 93, c'est le deuxième numéro. Et puis l'habituel, le 22 22 17 76. Nous attendons vos appels. Vous pouvez poser des questions à notre invité. Il s'agit du commandant Gwaliba Bota. Il est le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité ANSSI. Alors, il est là pour répondre à vos questions et saisissez l'occasion donc et contactez-nous aux 3 numéros que j'ai listés. Le dernier, le 22 22 17 76. Et là, je vois les mains vers les combinés. Autrement dit, nous aurons très bientôt le premier auditeur. Mais, monsieur le directeur général, vous avez parlé et défini ce que c'est que la cybercriminalité et vos efforts dans ce sens. Et un exemple a été donné récemment, puisque votre agence a fait une sortie tout récemment sur une nouvelle forme d'arnaque impliquant un orphelinat fictif sur les réseaux sociaux. Alors, pouvez-vous revenir sur cette forme d'arnaque? Voilà, alors c'est assez révélateur aussi du niveau d'ingéniosité et de créativité de ces arnaqueurs. Vous savez, quand même, je pense que depuis que l'ancien est arrivé, qu'avec les campagnes de communication, de sensibilisation, et ce phénomène d'arnaque a commencé quand même à connaître une baisse assez drastique. Je veux dire, les gens font de plus en plus attention, les gens tombent de moins en moins facilement dans ces pièges. Et aujourd'hui, ils sont en train de se tourner vers, je veux dire, le côté émotionnel. Ils veulent maintenant toucher à la fibre émotionnelle des Togolais. Vous savez, les Togolais sont des gens très humains, très, très joviales, qui aiment aider les autres. Et nous avons remarqué, elle a commencé à courir tout récemment, c'est une nouvelle forme d'arnaque qui repose sur l'exploitation des émotions des victimes. Et ça consiste en quoi? Vous savez, aujourd'hui sur TikTok, ils publient des vidéos, des enfants vraiment très fragiles, des nourrissons de 2-3 mois. Et on vous dit, ah, cet enfant a perdu ses parents dans un accident et il cherche à être adopté. Et comme les gens sont, il y a des familles qui cherchent à adopter des enfants. Voilà, et forcément, vous rentrez en contact avec eux, ils commencent à vous demander de leur envoyer de l'argent. Mais jusqu'à un moment où vous allez vouloir avoir un contact physique avec eux, c'est en ce moment ils coupent la communication. Voilà. Donc, si on ne dit pas aux gens que c'est une arnaque, beaucoup vont tomber dedans. Donc, c'est pourquoi il faut aller régulièrement sur nos canaux de communication. Une fois que ce communiqué est sorti, si quelqu'un encore tombe dans cette arnaque, quelque part, vraiment, ça fait de la peine. Voilà. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous appelez de Adetikope. Votre nom? Onyakotan Djima. Onyakotan, on y va. Oui, j'aimerais savoir ceux qui sont habilités à suivre une formation en cybersécurité et quelles sont les écoles qui sont autorisées. Alors, vous-même, vous êtes disponible pour apprendre ou bien vous avez déjà appris? Non, je suis disponible pour apprendre. Voilà, il y a des critères pour apprendre, hein? C'est ce que voilà. je veux savoir. Voilà, en tout cas, le directeur général est là, il va répondre à votre préoccupation. Okay. Merci. Alors, c'est le premier auteur, il nous vient de Adetikope, et ici au Nyakuta. Il voudrait savoir, en tout cas, vous avez suivi la question. Oui. Alors, la cybersécurité, c'est assez vaste. Bon, ça dépend. Qu'est-ce qu'il veut faire en cybersécurité? S'il veut être un expert, s'il veut être un cyberanalyste, ce sont des formations de haut niveau, post-bac, c'est formation universitaire. Voilà, il faut le bac. Voilà. Et puis, en l'occurrence, des bacs de profil scientifique. Voilà. Parce que ça demande énormément de calcul derrière. Le bac D, voilà, bac C, bac E, bac etc. F. Voilà. Maintenant, ça c'est pour des profils techniques. La cybersécurité n'est pas que technique. Ça, par exemple, pour ce profil, il peut travailler dans un SOC, de Security Operations Center, etc. Il y a aussi le domaine de la régulation, de la réglementation, ce que nous faisons à l'ANSSI. Ça demande des profils de juristes, des profils de communication, etc. C'est très vaste. Ça, le bac A4 voilà, peut arriver à ce niveau. C'est très vaste la cybersécurité. Voilà. Et s'il veut rentrer dans tout ce qui est procédure de lutte contre la cybercriminalité, ça aussi, il y a des formations certifiantes qu'on peut trouver comme les formations ISO 27001. Maintenant, si vraiment il veut juste s'informer et être sensibilisé aux bonnes pratiques de cybersécurité, qu'il aille sur les canaux de l'ANSSI de Cyberdéfense Africa, il aura toutes les informations
pour comprendre comment les astuces, les types de cyberattaques, comment ça fonctionne, comment se prémunir, etc. etc. Oui, il voudrait savoir s'il y a des écoles déjà dans ce sens. Oui, à Lomé, au Togo, nous avons des écoles. Nous avons IPNET, institut qui forme sur des profils de cybersécurité. Nous avons l'école polytechnique de Lomé, qui a aussi un parcours cyber. Oui. L'université de Kara aussi a un parcours de formation en cybersécurité. Voilà, nous avons au moins quelques écoles de formation. Oui. Alors, le 22-22-17-16 est à votre disposition. Il s'agit également du 19 81 79 81 27 93 90 54 39 07. Nous sommes en train d'échanger avec le directeur général de l'ANSSI et donc tout ce qui est la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de cybersécurité. En tout cas, vous avez l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre, d'autant que des exercices, en tout cas des promotions, des activités promotionnelles ont eu lieu sur le terrain. Et c'est ça même que nous échangeons dernièrement. Des jeunes étudiants ont eu des prix. Monsieur le directeur, vous avez parlé donc des écoles, des formations. Est-ce que vous avez été surpris des résultats obtenus par ces jeunes qui ont reçu des différents prix? Ah oui, je vous assure que j'ai été agréablement surpris. Vous n'imaginez pas à quel point nos jeunes sont aujourd'hui férus des nouvelles technologies. Et je pense que c'est pourquoi l'ANSSI veut absolument ou bien accompagner ce vivier de compétences qui est encore à l'état latent. Nous devons les amener à s'exprimer, à se dévoiler. Voilà, ça demande beaucoup de moyens parce que quand vous voyez, par exemple, l'équipe qui a gagné le premier prix a remporté une enveloppe de 2 millions. Oui. Voilà, on met beaucoup d'argent pour vraiment les encourager parce que l'argent, donc ça peut être 500 000 par personne au sein de l'équipe. Ils vont prendre cet argent. Moi, j'ai discuté avec l'équipe première, ils m'ont dit, mais déjà nous, l'argent là, ça va nous permettre d'aller acheter des formations en ligne. Ouais. Parce que la cybersécurité aujourd'hui, il y a des formations pointues, mais qui coûtent cher. Donc ils vont aller faire des formations, des certifications en ligne et renforcer encore leurs compétences et leurs connaissances. Ouais. Et donc nous comptons organiser régulièrement ce genre de compétition. Et j'encourage les jeunes à participer. La participation elle est gratuite, on ne leur demande rien. Voilà. Vous savez, l'icône africaine, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais ». Voilà. Soit je gagne ou j'apprends. Oui. Vous voyez. Donc, en participant, même si vous ne gagnez pas un prix, vous allez apprendre, vous allez découvrir vos lacunes, oui, vos faiblesses et vous améliorer. Et demain, ces compétences que vous aurez acquises en vous améliorant, vous allez les vendre quelque part. Et à l'endroit des formateurs? À l'endroit des formateurs, je leur demande vraiment cette rigueur et ce sérieux dans la formation. Ouais. De ne pas juste, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la formation aussi, ça devient intéressant en termes de business, que les gens créent juste des parcours cyber parce qu'ils ont entendu que c'est porteur, alors qu'à l'intérieur, ils ne mettent pas les moyens. Il faut que quand vous êtes une école ou un institut de formation en cybersécurité, il faut que vous ayez un laboratoire de cybersécurité sur lequel les enfants vont venir faire la pratique. Un enfant qui sort d'un cursus de formation en cybersécurité, qui n'a jamais configuré un serveur, qui n'a jamais durci un routeur, qui n'a jamais durci un firewall, c'est qu'il ne va pas servir à grand chose dans une entreprise. Parce que quand il va arriver en entreprise, c'est là où on l'attend. Comment sécuriser l'environnement du travail de l'entreprise? Comment sécuriser les équipements? S'il n'a pas implémenté une solution de cybersécurité, il n'a pas fait l'intégration d'une solution de cybersécurité dans un environnement de travail, mais c'est un théoricien que vous avez formé. Les entreprises n'en ont pas besoin. Et donc, c'est vrai que ça coûte cher. Et l'ANSSI aussi a pris les devants. L'ANSSI est en train de mettre en place un laboratoire de cybersécurité pour accompagner les étudiants qui sont en fin de formation et qui ont besoin de ces environnements de travail pour pouvoir rédiger leur mémoire. Bon, nous allons commencer tout doucement et au fur et à mesure, nous allons renforcer. Il y a aussi Cyberdéfense Africa qui est en train de développer aussi un projet de formation. Donc là, ce sera un grand lab de formation pour pouvoir... Parce que le côté pratique est très, très, très important dans ce domaine. Malheureusement, il est très cher. On vous parle des environnements, ça va vous coûter des centaines de millions, 800 millions, 1 milliard pour pouvoir mettre un tel environnement. Bon, quand nous voyons nos écoles de formation, elles ont du mal à atteindre ces niveaux de financement. Oui. Voilà pourquoi nous sommes obligés de les accompagner si demain nous voulons avoir des enfants qui répondent sur le terrain. Autrement dit, de gros défis pour l'année 2025 qui arrive. Et les défis, comme vous venez de le dire, c'est d'abord dans la formation. Et les défis, c'est également les former parce qu'il faudrait avoir d'abord le bac requis, le bac scientifique, on l'a dit,
Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'investissent dans les bacs scientifiques. Et quand on fait un tour dans les écoles, les lycées, ceux qui optent pour les séries D sont beaucoup plus nombreux que ceux qui optent pour les séries A4. Et donc, la sensibilisation est passée par là. Et maintenant, quand on opte, maintenant, il faut le financement. C'est ce que vous avez énuméré également. C'est un autre défi. Et vous avez dit que votre agence est en train de faire tout pour s'investir dans ce sens, pour faciliter en tout cas l'apprentissage dans ce domaine. Est-ce que c'est à partir de 2025? Vous parlez du laboratoire? Oui, le laboratoire. Oui, à partir de 2025, il sera opérationnel. Il est presque à la fin, nous sommes à 99%. Le lab, les équipements sont déjà installés, les réseaux sont déjà installés. Et maintenant, nous sommes en train d'acquérir les solutions. Vous savez, un lab, il y a d'abord la partie physique, donc les routeurs, les serveurs, l'environnement physique. Après, il y a l'environnement virtuel. Voilà, là, il faut acheter des logiciels, c'est des solutions, c'est des produits qu'il faut acheter et intégrer dans l'environnement de travail. Voilà. Et quand les étudiants ils arrivent, c'est des exercices, on leur donne. On peut leur demander, voilà, voici un média qui diffuse 24 heures sur 24, il faut me bloquer ce média par une cyberattaque. Ils vont envoyer, ou bien c'est un média qui subit une cyberattaque, voilà, ou bien c'est une entreprise qui a perdu ses données, comment vous allez les aider à retrouver ces données, etc. etc. C'est beaucoup de travail quand même. Donc actuellement, nous sommes en train d'acquérir ces solutions virtuelles que nous allons intégrer sur l'environnement de travail et ça va démarrer. Voilà, nous avons encore une dizaine de minutes à partager avec le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité et les numéros sont à votre disposition pour comprendre davantage ce qui se fait au niveau de cette agence, le passé, le présent, le futur, le 90 54 39 07, le 79 81 27 93 et le 22 22 17 76 sont à votre disposition. Appelez et partagez 3 choses avec nous. Vous pouvez poser question, vous pouvez apporter un témoignage et vous pouvez contribuer. Alors, vous pouvez faire une contribution par rapport à tout ce que nous avons dit. Peut-être que vous en avez plus. Vous pouvez, si vous n'avez pas compris, poser une question. Ou alors, vous avez été témoin d'une situation en lien avec la cybercriminalité. Vous pouvez appeler et partager toute cette expérience avec nous. Alors, monsieur le directeur général, vous avez parlé du laboratoire, on y revient. Est-ce que ce sera dans toutes les villes où c'est à Lomé? Non, mais ça coûte tellement cher que... Non, avec le temps, nous voulons nous déployer à l'intérieur. L'ANSSI même a dans ses projets de créer des bureaux à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, c'est au niveau de l'ANSSI que nous allons démarrer. Oui. Mais ça va démarrer vraiment petit. Ça va être... parce que nous recevons énormément de demandes de stages. Et c'est là où j'ai compris que le besoin était grand. Parce que malheureusement, nous sommes au démarrage, quoi qu'on dise, de la cybersécurité. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'inciter les entreprises à créer des environnements de cybersécurité. C'est avec la création de ces environnements de cybersécurité que les étudiants auront de la facilité à trouver des stages en entreprise. Pour le moment, vous savez, les entreprises, elles se démerdaient comme elles pouvaient. Hein. Quand elles ont un problème de cybersécurité, elles appellent parfois leurs informaticiens pour venir les aider. Mais ce n'était pas très bien structuré. Vous voyez, donc c'est avec l'ANSSI, comme nous sommes en train d'aider à réglementer, à réguler le secteur, que les grosses administrations, les grosses entreprises aujourd'hui ont commencé à prendre des mesures. Aujourd'hui, tout récemment, il y a une grosse administration de la place, une société d'État, qui a créé un comité de cybersécurité qui va implémenter la cybersécurité au sein de cette entreprise. Et donc, il y aura des équipes de cybersécurité qui vont être recrutées. Et aujourd'hui, pour les prochaines années, les étudiants vont sortir de nos universités, ils n'auront pas du mal vraiment à trouver. Mais en attendant que tout ceci se mette en place, l'ANSSI a pris les devants en créant ce mini-lab que nous pensons vraiment apporter une réponse à cette problématique. Le deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est Tawelissi et Sotinam. Tawelissi nous appelle d'où? D'où Sokode. On y va. Merci pour l'émission. Merci. On vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais, vraiment. Voilà, merci. Cette histoire d'arnaque, là, vraiment, je vois qu'elle prend de l'ampleur. Donc, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'entre-temps, on a arnaqué mon chef comme ça. Oui. Mais bon, je vois que maintenant, l'ampleur est en train de diminuer un peu quand même. C'est grâce aux efforts de l'ANSSI. Vraiment. Et aussi, moi, ce que j'allais poser comme question, c'est
les arnaqueurs, là, ils trouvent où les numéros et les identités propres des victimes? Voilà, c'est votre question. C'est la première question. Oui. Sinon, ça nous étonne que quand quelqu'un vous appelle, il vous donne votre identité propre et même vos ambitions que vous avez dans le futur. Oui. Et à partir de cela, il arrive à vous engloutir. Donc tout ça, là, ces informations-là viennent d'où? Moi, je me disais peut-être que c'est par rapport à l'identification de nos kits que nous avons fait. Ça, c'est votre hypothèse. Voilà, c'est l'hypothèse que je me suis mise en tête. Mais après tout, je vois que, bon, bien sûr que on nous a arnaqué. Après tout, on appelle la direction Togocom et ils nous donnent les numéros sur lesquels les transactions ont été faites. Oui. Donc tout ça là, il y a un peu une fluidité, quelque chose de flou là-bas, je ne comprends pas réellement où est-ce qu'ils trouvent les informations des victimes. Voilà. On va essayer de vous répondre. D'accord, merci. Merci pour l'appel. Ça peut être... oui. Bonne suite. Merci. Bye. Merci. Cela peut être le dernier auditeur parce que le temps nous est cher. Alors, monsieur l'auditeur, Oui. Il a fait partager un témoignage et il a posé une question. C'est ça. Et je voudrais remercier cet auditeur parce que c'est une question très pertinente et très intéressante. Rassurez-vous, c'est nous-mêmes qui leur donnons ces informations. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, avec les smartphones que nous utilisons, nous téléchargeons des applications. Alors, il y a certaines applications, quand vous la téléchargez, elles vous demandent est-ce que vous autorisez l'application à avoir accès à vos contacts? Mais une fois que vous avez dit oui, l'application rentre dans votre répertoire et c'est que le numéro X appartient à M. Théophile Dandakou. Et donc c'est fini. Et comme nous échangeons les numéros les uns des autres, moi j'ai votre numéro, on sait que vous appelez M. Théophile Dandakou, et c'est grâce à cela que des applications comme Truecaller fonctionnent. Donc c'est nous-mêmes qui alimentons les bases de données de ces applications. Et quelqu'un d'autre aussi a le même numéro qu'il a mis votre nom, ainsi de suite. Et comme nous échangeons les contacts, les répertoires, l'application sait que le numéro X appartient à M. Théophile Dandakou. Et donc Truecaller ne fait que récupérer ça. Et donc quand quelqu'un vous appelle, il compose votre numéro au hasard. Pour composer le numéro de téléphone, c'est rien du tout. Au Togo, c'est 8 chiffres. Je commence par 90, enfin par 9 quand il s'agit de Togocell, 9, 7, et combien pour Move, je sais que c'est 9, 7, etc. 6, 96 pour Togocell, 90, 91, 92. Vous voyez? Ou bien 70, 71, etc. Je sais que c'est Togocell. Je mets 70 et je mets 6 chiffres derrière. Je sais que je vais tomber sur un numéro Togocell. Et si ce numéro, il est activé via une carte SIM et que il y a 3-4 personnes qui ont enregistré ce numéro avec un nom, le nom va apparaître via donc les applications comme Truecaller. Alors, ce n'est pas un problème aussi grave que ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique parce que nous laissons des traces dans tout ce que nous faisons. Quand vous utilisez Internet, vous laissez des traces. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que ce monsieur qui m'a appelé, qu'est-ce qu'il a pu me dire pour me convaincre et j'ai sorti l'argent de ma poche pour lui envoyer, sans l'avoir vu, sans avoir interagi avec lui auparavant. Juste un coup de fil, quelqu'un vous propose une affaire et vous lui envoyez de l'argent, vous ne l'avez jamais vu. C'est là où je demande aux Togolais un peu de vigilance seulement. Vous posez 2-3 questions et vous allez comprendre que quelque part il y a quelque chose qui cloche. Oui. Juste un peu de vigilance pour que cette tentative d'arnaque puisse tomber. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, voilà quelqu'un qui vous appelle. Ah, c'est vous, monsieur Théophile Dandakou? Ok, d'accord. Votre petit frère a fait un accident. Actuellement, nous sommes à l'hôpital. On a besoin d'argent pour lui mettre le sang. Automatiquement, vous envoyez l'argent. Sans même prendre la peine d'appeler votre petit frère pour vous rassurer s'il est vivant, il est en bonne santé ou pas. Ouais, voilà, juste le fait de douter un peu. Juste le fait de douter un peu et vous appeler pour vérifier ou bien appeler une tante. Mais vous êtes sûr que le gars là, on me dit qu'il a fait un accident, c'est vrai. 2-3 vérifications, vous vous rendez compte que c'est une arnaque. Voilà. Et c'est comme ça. Il n'y a que par cette méthode que nous allons arriver au bout. Voilà. Pas plus que hier, le Conseil des ministres a adopté un décret qui va encore renforcer l'identification. Et vous savez qu'il y a une agence carrément qui a été créée, l'Agence nationale d'identification, qui est en train de procéder à l'identification biométrique de l'ensemble des Togolais. Toutes ces briques qui sont en train de se mettre en place vont construire l'écosystème qui va renforcer l'identification.
Vous savez, c'est tout un travail, c'est vrai. Il y avait un décret ou une disposition qui obligeait les opérateurs à identifier, mais très vite on s'est confronté à quoi? Au manque de pièces d'identité. Très peu de Togolais, une bonne frange, surtout en milieu rural, ont des pièces d'identité. C'est lié à la nationalité, c'est lié aux actes de naissance, l'état civil. Avec la création des mairies aujourd'hui, l'état civil qui est en train de se moderniser, tout cet ensemble va se mettre en place et je pense quand même que ces phénomènes vont baisser. Le décret qui vient d'être adopté, dès qu'il va être publié, c'est lui qui va vraiment fixer le cadre. Et il ne sera plus possible d'acheter une carte SIM au bord de la rue. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre, nous derrière, qui sommes des structures en charge vraiment de la lutte contre la cybercriminalité, d'avoir des bases de données, de pouvoir faire des recoupements et très vite mettre la main sur ces cybercriminels. Alors, monsieur le directeur, le temps imparti est fini, mais il y a une question qui vient d'arriver. On voudrait savoir les critères de sélection pour participer au concours de l'ANSSI. Vous voulez parler des CTF, les compétitions de cybersécurité? Sûrement. Il n'y a pas de critères. Nous lançons, généralement, nous le faisons en fin d'année. Dès que c'est lancé, il faut que les gens aussi aillent régulièrement sur notre site. Une fois que c'est lancé, vous êtes intéressé, vous pouvez participer, vous inscrivez. Et nous faisons une phase de présélection. Et à l'issue, nous sélectionnons les 10 meilleures équipes. Oui. Voilà, la phase de présélection, la dernière fois, ils étaient autour de 300 personnes. Hein, 300 personnes qui ont participé. Et après, nous avons sélectionné voilà. Il faut être Togolais de nationalité. Nous voulons privilégier, il faut être Togolais. Et ça doit se faire au Togo. Voilà, sinon, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions financières, rien du tout. Voilà. Alors, l'année nouvelle arrive, sûrement vous avez un message. Alors, je voudrais vraiment, en cette nouvelle année déjà, je profite par anticipation pour présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de succès à tous nos concitoyens et vraiment inviter les Togolais à adopter ce que nous appelons les bonnes pratiques de cybersécurité. Les bonnes pratiques de cybersécurité, vous les trouvez où? Vous les trouvez sur le site de l'ANSSI, vous les trouvez sur le site du CERT national, sur le site de CDA. Informez-vous, ne soyez pas uniquement des utilisateurs, des consommateurs des outils numériques sans voir le côté sécurité qu'il y a derrière. Parce que dans les années qui vont arriver, tout va se passer sur les outils numériques. L'État est en train de digitaliser tous les services. Donc nos comptes, nos mots de passe, ça va être nos clés. Nos coffres-forts qu'on a dans nos maisons, nos cantines, nos cadenas, ça ne va plus servir à grand chose. Ce qui va relever de la sécurité de notre vie en tant qu'individu, ça va être nos comptes, nos mots de passe que nous avons sur les outils numériques. Et donc, c'est là-bas qu'il faut aller pour les sécuriser. Et donc, notre sécurité numérique commune dépend beaucoup de nos actions individuelles. Il faut que chacun puisse vraiment jouer le jeu. Voilà, en redoublant de vigilance, nous allons faire baisser ou bien faire disparaître ce phénomène. Vous savez, la Côte d'Ivoire a vraiment réussi. C'est même là-bas que ça a commencé avec le phénomène des brouteurs. Et par beaucoup de sensibilisation, les Ivoiriens ont fini par comprendre que c'était eux qui étaient la source du problème. Et les gens ont redoublé de vigilance. Et aujourd'hui, tu appelles un Ivoirien, tu veux l'arnaquer, il commence à rire. Il dit, bon, tu es en train de perdre ton temps parce qu'il sait ce que tu es. Voilà, que chacun vraiment mette en œuvre tout ce que nous publions, tout ce que nous mettons comme bonne pratique et que les gens mettent ça en œuvre. Et puis nous allons avoir un cyberespace sûr et résilient. Merci. Ayons donc la culture de la cybersécurité. C'était le commandant Gwaliba Bota, il est le directeur général de l'ANSSI. Alors, nous l'avons invité pour comprendre davantage ce qui est contenu dans la nouvelle stratégie nationale de cybersécurité. Merci, mon commandant. Merci à vous, merci à tout le monde. Alors, rendez-vous pour le prochain numéro, sûrement le tout premier de l'année 2025. Ce que je sais, c'est tous les vendredis entre 10h05 et 11h. Rediffusion la nuit de dimanche à lundi à 0h05. Kufakasi. Orji.